À la une de l'actualité à Washington, le président Tshisekedi et son homologue Joe Biden ont eu des travaux en bilatéral et en tête-à-tête. Plusieurs questions d'intérêt commun ont été abordées. Vous les suivrez avec Patrick Ilunga dans ce journal. Et puis, la question sécuritaire dans la partie orientale principalement continue de susciter une mobilisation tous azimuts. Le monde de la culture avec ses icônes monte au créneau. Vous allez suivre les réactions de Fally Ipupa, Gims et Kofi Olomide dans ce journal. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a été reçu mercredi par le président américain Joe Biden à la Maison-Blanche. Le chef de l'État congolais a eu un bref entretien en bilatéral avec son homologue américain. Cette rencontre a été suivie d'une autre multilatérale, celle-là aux côtés de 5 autres présidents africains. Patrick Ilunga. Selon la cellule de communication du président Tshisekedi, la première rencontre s'est déroulée avec Joe Biden dans le bureau ovale de la Maison-Blanche avant la deuxième rencontre multilatérale qui a été élargie à 5 autres présidents africains. Aussi bien lors du tête-à-tête que lors de la rencontre multilatérale, les sujets abordés sont la politique, la diplomatie, la sécurité, le commerce et l'investissement. Avec le président américain, Félix Tshisekedi a évoqué l'exploitation et la transformation de matières premières stratégiques en Afrique et en RDC en particulier. Sur cette question précise, les deux hommes d'État sont d'accord pour travailler ensemble dans un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice de leurs deux peuples. Le président Félix Tshisekedi a parlé du processus électoral en RDC, de son financement et du respect des délais constitutionnels. Le numéro 1 congolais a aussi évoqué la situation sécuritaire à l'Est, l'agression du M23 et du Rwanda et l'impérieuse nécessité de faire respecter les décisions du mini-sommet de Luanda pour un cessez-le-feu immédiat et le retrait du M23 des zones occupées. Le président de la République a insisté pour une implication plus forte des États-Unis d'Amérique dans le conflit congolais en vue de faire pression sur le Rwanda afin que ce pays arrête son soutien au M23. Le chef de l'État a remercié le président Joe Biden pour les récentes déclarations de Washington à ces sujets et allant dans ce sens. Dans le chapitre de la sécurité, une réunion de chefs d'État de la région d'Afrique de l'Est et des Grands Lacs s'est tenue mercredi à Washington. La rencontre autour des présidents William Ruto, Joao Lourenço, Paul Kagame, Yoweri Kaguta Museveni et Évariste Ndayishimiye a traité de la question de la situation sécuritaire à l'Est de la RDC. Problème, cette réunion s'est déroulée sans un représentant de la RDC. On ne sait pas pourquoi. Patrick Ilunga, une fois de plus, nous en dit plus. Une réunion de haut niveau sur la RDC sans aucun représentant de Kinshasa, alors que le chef de l'État Félix Tshisekedi était présent à Washington. Le format choisi par le président Évariste Ndayishimiye du Burundi et président en exercice de la Communauté d'Afrique de l'Est et ses homologues de la région a de quoi intriguer. Nul ne connaît les raisons de l'absence des représentants congolais. Mais cette rencontre fait déjà polémique à Kinshasa. Le président kenyan a déclaré que la région a intérêt à trouver une paix durable à l'actuelle instabilité du Congo. Nous ne pouvons pas laisser la situation s'empirer, c'est pourquoi nous encourageons le dialogue et la cessation des hostilités. Nous recherchons une solution durable, a affirmé le président kenyan William Ruto. La polémique enfle, elle s'ajoute sur 7 autres controverses qui a entouré la rencontre lundi entre le M23 et la MONUSCO, et quelques officiels des FARDC. L'armée congolaise a tenu à dissiper tout malentendu, précisant qu'il ne s'agissait nullement du début des négociations, mais plutôt d'une rencontre pour dire aux rebelles de respecter la feuille de route de Luanda. On va rester sur cette question de l'insécurité, agression rwandaise à la RDC. Le monde de la culture, spécialement les grands noms de la musique congolaise, montent haut au créneau pour dénoncer cet état des choses dans les situations diverses. Gandhi Djuna, alias Gims, Fally Ipupa et Kofi Olomide ont donné de leur voix pour dire non aux violences dans la partie orientale de la RDC. Cette salve de dénonciation intervient au moment où le chef de l'État congolais appelle tous les Congolais à la mobilisation générale.
Le conflit RDC-Rwanda n'a pas laissé indifférents les artistes musiciens congolais. Répondant ainsi à l'appel à la mobilisation fait par le président de la République, après la réponse des acteurs politiques et de la société civile, vient le tour des artistes musiciens congolais dont Gandhi Djuna, connu sous le pseudonyme de Gims, Koffi Olomide et Fally Ipupa. Dénonçant les tueries qui sévissent dans la partie est de la République démocratique du Congo, ces belles voix de la musique ont eux chacun dans sa circonstance haussé le ton. Sur le plateau, dénonçant les tueries qui sévissent dans la partie est de la République démocratique du Congo, ces belles voix de la musique congolaise ont eux chacun dans sa circonstance haussé le ton. Sur le plateau de France 5 TV, un certain vendredi 2 décembre 2022, l'artiste francophone natif de Kinshasa, Maître Gims, a fait savoir que tacler Paul Kagame, le président rwandais, de sa chanson était la meilleure façon d'attirer l'attention du monde sur ce qui se passe dans son pays d'origine. Oui, j'en parle, c'est assez brutal, c'est assez violent, mais j'ai trouvé que c'était la meilleure façon d'attirer l'attention sur ce qui se passe au Congo maintenant depuis 30 ans, notamment à l'Est, dans le Kivu. On parle de plusieurs millions de morts. J'ai même pas envie de donner le chiffre, parce qu'à l'heure où on parle, il y a encore des coups de feu, il y a des femmes violées, il y a des enfants massacrés. Ça se passe à l'Est du Congo, notamment pour l'or, le coltan et tout ce qu'on connaît. Et le Rwanda a une grande part de responsabilité là-dedans. Donc j'ai voulu attirer l'attention avec ma musique, dans mon album, vu qu'aucun média va m'inviter pour parler de ça ou quoi que ce soit. Donc, j'en parle dans mon album. Ben là, c'est fait. Aux États-Unis, le 13 décembre dernier, au cours d'une plénière au Forum États-Unis-Afrique, la solidarité internationale à géométrie variable, quand il s'agit des conflits qui touchent l'Est de la RDC, Fally Ipupa a déploré les massacres dans l'Est du pays et a souligné qu'il était temps que ces violences dans cette région cessent. Ainsi, il a fait appel à la communauté internationale. La communauté internationale doit cesser de faire la sourde muette. Il y a des morts au Congo et c'est sérieux. Elle doit intervenir. Il ne s'agit pas simplement d'intervenir quand il s'agit des autres, où les Occidentaux meurent. Il se passe des abus graves à l'est de la RDC. Ce qui se passe actuellement au Congo doit cesser. À son tour, à une question lui posée sur le plateau de TV5 Monde, l'ambassadeur de la culture congolaise, Koffi Olomide, en tant que Congolais et de surcroît africain, a également condamné avec la dernière énergie cette agression du Rwanda sous couvert des rebelles du M23. Non, c'est pas parce que je suis ambassadeur ou pas. En tant que Congolais, en tant qu'Africain, je voulais très respectueusement m'adresser à M. Kagame, le très bon président rwandais. Je sais qu'il a un cœur. Je sais que dans son cœur, Dieu a mis de l'amour. Et je sais qu'il est africain, panafricain. Ce qui se passe dans l'Est de la RDC depuis 2 décennies, ça lui rapporte quoi? Quel est le plaisir qu'il retire en voyant mourir des innocentes femmes, en voyant être violées, se faire violer des jeunes filles, des jeunes enfants qui meurent? Moi, je ne veux pas faire un rapprochement avec ce qu'on appelait l'Holocauste, tout ça, à l'époque d'Hitler, mais c'est quand même terrible. Moi, je lui demande au nom des Congolais, parce qu'aujourd'hui, je lui dis merci parce qu'il a ravivé le patriotisme de tous les Congolais. Il a redonné aux Congolais l'envie de se battre pour leur pays. Moi-même, j'en suis. Je lui demande de faire en sorte que cela... Bien, voilà, vous avez suivi les grands noms, les belles voix de la musique de la République démocratique du Congo. On va rester dans ce registre de l'insécurité. L'ancien chef de guerre Bosco Ntaganda a été transféré ce jeudi en Belgique où il va purger sa peine de 30 ans d'emprisonnement, ce conformément à l'article 103 du statut de Rome. Bosco Ntaganda a été déclaré coupable de 18 chefs de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en Ituri entre 2002 et 2003. Patience Lokeke nous en dit plus. De prison, Bosco Ntaganda a été transféré ce jeudi 15 décembre au Royaume de Belgique pour purger sa peine à la prison de l'Est en Hainaut. La CPI compte sur le soutien des États pour l'exécution de ces peines et apprécie grandement la coopération volontaire du gouvernement belge dans cette affaire. Un transfert mis en œuvre conformément à l'article 103 du statut de Rome, les traités fondateurs de la Cour et à l'accord entre la Cour pénale internationale et le gouvernement du Royaume de Belgique sur l'exécution de peines prononcées par la Cour.
Ici est de signaler que le 8 juillet 2019, la Chambre de première instance 6 de la CPI a déclaré Bosco Ntaganda coupable des 18 chefs des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en Ituri en RDC entre 2002 et 2003. Et c'est le 7 novembre 2019 que Bosco Ntaganda a été condamné à une peine totale de 30 ans d'emprisonnement, un verdict qui a été confirmé le 8 mars 2021 par la Chambre d'appel de la CPI. Et dans cette même date, la Chambre de première instance 6 a rendu son ordonnance de réparation aux victimes, puis la défense et le représentant légal de l'un de deux groupes de victimes en ont fait appel. Signalons que Bosco Ntaganda a passé plusieurs années en détention à la CPI du 22 mars 2013 au 7 novembre 2019, soit 6 ans, un temps qui sera déduit de la peine. Autre chose à présent, redonner du sourire pour aussi répondre à l'appel du chef de l'État Félix Tshisekedi à la solidarité nationale et à la mobilisation générale. C'est ce qu'ont fait les enfants des militaires et paramilitaires de l'ex-41e brigade commando de choc basée au camp lieutenant-colonel Lukusa à Kisangani. Réunis au sein d'une association d'entraide, ils ont posé un geste de cœur à l'endroit des malades et mamans démunis du camp lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Dieudonné Bonali et Stani Samba étaient là pour le reportage pour le compte de Géopolice Télévision. Répondant à l'appel du commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les enfants des militaires et paramilitaires dont les parents ont travaillé dans l'ex-41e brigade commando de choc, brigade basée au camp lieutenant-colonel Lukusa Kisangani, réunis au sein de l'association d'entraide aux familles de la 41e brigade commando de choc, ont donné du sourire le mardi 14 décembre aux malades et mamans démunis du camp lieutenant-colonel Kokolo. Un don de vivres secs et non-vivres a été distribué aux malades, civils et militaires, hospitalisés dans cette formation hospitalière. L'ASBEL AEF, 41e brigade commando de choc, a fait une autre donation en capital nature à une dizaine de mamans du camp éponyme. Mais de quoi est constituée cette donation? Bon, écoutez, je ne serai pas en mesure de vous dire exactement de quoi est constitué ces dons, parce que je voudrais que vous puissiez vous-même les découvrir lorsque vous verrez ce qu'on a donné. C'est par humilité qu'on ne voudra pas vous dire tout ça. Merci. À un autre membre de délier sa langue. Pour votre gouverne, nous avons été dans ces camps la première fois pour les dons de kits scolaires à l'école primaire. Aujourd'hui, nous inspirons du bananier qui ne donne le régime des fruits qu'après avoir produit des petits tout autour de lui pour les protéger contre les attaques des vents et pour les nourrir à travers la sève qu'ils tirent. Nous avons vu les jours par votre volonté. Vous, nos parents, nous faisons le devoir de vous soutenir comme le petit des bananiers. Les heureux bénéficiaires n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de leurs donateurs. Ils ont tous imploré le bon Dieu de multiplier au centuple l'acte posé avant de promettre de contribuer chaque mois avec au moins $1 américain afin d'aider cette œuvre caritative à atteindre ses objectifs dont notamment venir en aide aux familles démunies de l'ex-41e brigade commando de choc, encadrement à l'éducation et au métier des enfants et mères dans les camps militaires à travers la République, promouvoir l'éducation des enfants des militaires. À qui les prochains tours, qui vivra, verra. On va quitter Kinshasa pour aller dans le Haut-Katanga où une centaine de policiers formés en matière de proximité dans le cadre de la coopération entre la RDC et les États-Unis d'Amérique ont reçu leur certificat. C'était dans une cérémonie de clôture présidée par le gouverneur de province. L'autorité provinciale a appelé les récipiendaires à renouer les liens avec la population. Suivez ce reportage. Au total, 160 policiers ont été formés pendant 6 mois sur plusieurs matières, dont la proximité avec la population, la redevabilité et les droits de l'homme. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la 5e phase du projet Police de proximité et professionnalisme de la police financé par le Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, INL en sigle, en collaboration avec l'Organisation internationale de migration
fruit du partenariat entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et celui des USA. Un partenariat réussi, mis en exergue tour à tour par la directrice de l'INL et le représentant du commissaire général de la police dans leur prise de parole. La police nationale congolaise bénéficie de cette coopération bilatérale RDC-États-Unis depuis 2015 en équipement et en infrastructure. Avant de clôturer la cérémonie, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, a exhorté les policiers formés à renouer des liens de proximité avec la population et à lutter contre l'insécurité dans les milieux. Comme vous le savez, la réforme consiste en un changement en vue d'une amélioration. Or, le changement comme amélioration ne peuvent provenir que d'un renforcement des capacités, autrement dit d'une bonne formation. Ainsi, au nom du président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'exhorte les policiers formés à renouer le lien avec la population et à lutter contre le sentiment d'insécurité dans les différents quartiers afin de redorer l'image de la police nationale congolaise. Les 5 meilleurs stagiaires de la promotion ont reçu quelques présents, notamment une moto, un congélateur, un frigo, un groupe électrogène et un écran plasma. Il faut signaler que c'est par un défilé de troupes devant le gouverneur Jacques Yaboula Katoué que la cérémonie s'est clôturée. On va aller à l'est du pays. Aucune voie de déviation n'a été créée jusque-là au niveau du pont Loumé, effondré depuis le samedi 10 décembre. L'effondrement de ce pont qui occasionne la flambée des prix des produits de première nécessité dans la partie septentrionale de la province du Nord Kivu. Et nous qui sait, nous en dit plus dans ce récit. L'est de la République démocratique du Congo, précisément au Nord Kivu, est coupé des pays de l'Afrique de l'Est à partir de la ville de Beni depuis samedi 11 décembre à la suite de l'effondrement du pont Loumé sur la route nationale numéro 4. Ces ponts s'est effondré au passage d'un poids lourd en provenance de la cité frontalière de Kasindi à destination de la ville de Beni dans le Nord Kivu. Ces ponts ont été effondrés lorsque j'étais encore du côté de Kasindi. Je suis bloqué ici, je ne sais pas comment aller chez moi. Plusieurs passagers sont aussi dans cette situation. Nous ne savons pas comment atteindre Beni avec nos marchandises. Si on a des produits fragiles dans l'eau, on risque de les détruire en s'efforçant de les faire traverser. Il faut que le gouvernement envisage d'installer une déviation. L'interruption du trafic sur cette route risque d'impacter négativement les opérations militaires menées conjointement par les forces armées de la RDC et les forces de défense du peuple ougandais. Ça peut nous prendre 2, 3, 4 jours. Ça sera vite fait pour les petits véhicules, mais les gros camions, et encore, moi je pense que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile avec les citernes, les remorques, donc ça sera un peu compliqué, mais d'autres est déjà là. D'autres est déjà en train de faire le travail. La société civile de Beni craint une pénurie des denrées alimentaires alors que les festivités de fin d'année approchent. Le Nord Kivu dépendant en partie des produits en provenance des pays de l'Afrique de l'Est via l'Ouganda. En sport, une mauvaise nouvelle pour les amoureux du ballon rond. Les léopards U20 de la RDC ont été giflés par les Diables Noirs du Congo-Brazzaville et sont éliminés du tournoi de l'UNIFA qualificatif à la CAN Égypte 2023. Blessed Kouzola nous parle de ce qui a été ce match. Les Léopards juniors de la République démocratique du Congo ont été sauvagement battus par le Diable Rouge du Congo-Brazzaville 3-0 dans la soirée du mercredi 14 décembre 2022 au stade Alphonse Massamba Déba en match de la 3e journée de l'Union de fédérations de football de l'Afrique centrale UNIFAC qui compte pour la qualification à la CAN U20 en Égypte 2023. Le buteur congolais Oyeli Nguesso ouvre le score à la 15e minute de jeu suivi de Desinga qui a fait le break à la 58e de
de jeu avant de voir Ilendo corser l'addition sur un penalty en toute fin de rencontre, 3-0 score final. Après cette débâcle, le poulain du sélectionneur Michel Dinzey termine en dernière position de ce tournoi zonal avec un petit point et n'iront donc pas en phase finale de cette CAN de moins de 20 ans. Rappelons que les fauves congolais ont été battus d'entrée par le fauve du Bazou-Bangui de la République centrafricaine 0-1 avant de faire un match nul face aux Lions indomptables du Cameroun, un but partout. Les hommes de Michel Dinzey terminent dernier du groupe avec 1 point en 3 sorties. Un succès important pour les coéquipiers d'Ilendo qui terminent premier du groupe avec 7 points. La République du Congo et la République centrafricaine, respectivement premier et deuxième du tournoi, seront les représentants de la zone UNIFAC à la CAN U20 prévue du 19 février au 11 mars 2023 au Caire en Égypte. Notons que les Léopards U20 vont participer à la 9e édition des Jeux de la francophonie prévue du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. La dernière participation de Léopard Junior à une phase finale de la CAN de la spécialité remonte à 2013, un vrai désastre pour le football congolais. Mesdames et messieurs, vous suivez la grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Maintenant, on va parler de l'actualité au-delà de nos frontières. En Ouganda, les autorités envisagent de nouveau de nationaliser le secteur de l'électricité. Objectif de cette réforme est d'attirer les investisseurs dans les infrastructures énergétiques du pays d'Afrique de l'Est et de fournir aux Ougandais une énergie électrique moins chère. Edouard Funda. L'Ouganda va de nouveau nationaliser le secteur de l'électricité. L'annonce a été faite le 9 décembre par le gouvernement ougandais. Pour les autorités ougandaises, cette initiative permettra non seulement de fournir aux Ougandais de l'électricité à des tarifs abordables, mais elle aidera le pays à se libérer de ses partenaires privés étrangers, notamment la société sud-africaine Eskom et le consortium international eux-mêmes. La nouvelle société, la Compagnie nationale ougandaise de l'électricité, aura en charge la gestion de la production et la distribution de l'électricité. Selon un constat fait par le président ougandais Yoweri Museveni, les partenaires privés étrangers qui exercent dans le domaine de l'électricité pratiquent des tarifs trop élevés. Selon des observateurs, le coût élevé d'électricité résulte d'ententes entre les sociétés et les hauts responsables ougandais. Face à cette situation, le gouvernement a instruit au ministère de l'Énergie de ne pas reconduire des contrats qui les lient à Eskom et eux-mêmes, des contrats qui arrivent respectivement à échéance en 2023 et 2025. Notons qu'en Ouganda, seulement 57% de la population a accès à l'électricité, selon les données du Bureau national des statistiques. On va parler finances dans le continent. Le président camerounais Paul Biya a critiqué l'accès illégal aux sources de financement auxquelles le continent africain fait face. C'était lors d'une table ronde privée organisée à Washington ce lundi en prélude du sommet États-Unis-Afrique, déclarant que la souveraineté des devises africaines doit être prise en compte dans les flux financiers mondiaux. Paul Biya a souligné que l'Afrique doit rompre avec la dépendance et l'aide publique au développement. Suivez. Il est temps que l'investissement en direction de l'Afrique soit équitable. C'est la position qu'a défendue le président camerounais Paul Biya le 12 décembre 2022 à Washington aux États-Unis lors de la table ronde privée Milken Institute Invest Africa US en prélude au sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Mettant en valeur le potentiel économique, agricole et surtout minier du continent, le président Paul Biya a affirmé que l'Afrique mérite d'avoir le même accès aux sources de financement que toutes les régions du monde dans un environnement global marqué par des soubresauts sécuritaires et sanitaires. Le dirigeant camerounais a pointé les importantes restrictions appliquées à la souveraineté des devises africaines comme principal frein à l'investissement sur le continent. L'Afrique ne représente qu'une portion congrue des ressources financières en circulation dans le monde. Son accès à ces ressources se fait à des taux prohibitifs et parfois des conditions restrictives de souveraineté de nos États. Le cadre juridique qui gouverne généralement l'obtention de financement est très contraignant et accroît notre exposition aux risques budgétaires
et de stabilité de nos institutions. Comme exemple de contrainte, la mise en gage de certaines ressources naturelles sollicitées par certains investisseurs. Les modèles et instruments de financement adoptés contribuent davantage à la réexportation des capitaux à travers des prêts sans mouvement de fonds vers le continent, mais avec des sorties obligatoires de devises lors des remboursements. L'Afrique a amorcé des politiques incitant à la transformation locale de ses ressources énergétiques. Malgré une forte baisse des investissements directs étrangers en Afrique de 10 milliards de dollars au premier semestre à 1 milliard de dollars au second semestre 2022, le continent améliore l'attractivité de ses secteurs à travers l'innovation technologique, les énergies, la santé, l'agroalimentaire et les services financiers, entre autres. L'Afrique reste trop dépendante de l'aide publique au développement qui semble ne plus correspondre à nos besoins. L'Afrique a besoin d'un volume important de capitaux à long terme. Il serait donc souhaitable d'œuvrer à la mise en place d'un véritable marché africain des capitaux. Pour le président Paul Biya, l'Afrique doit rompre avec la dépendance à l'aide publique au développement. Ce système d'appui budgétaire s'est chiffré à 805 milliards de dollars de 2004 à 2022, selon des données officielles. Cependant, force est de constater, selon le président Paul Biya, l'inadéquation de ces financements avec les ambitions d'émergence des pays africains. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les titres. À Washington, le président Tshisekedi et son homologue Joe Biden ont eu des travaux en bilatéral et en tête-à-tête. Plusieurs questions d'intérêt commun ont été abordées. Vous avez suivi Patrick Ilunga dans le journal. La question sécuritaire dans la partie orientale principalement continue de susciter une mobilisation tous azimuts. Le monde de la culture avec ses icônes monte au créneau. Vous avez suivi Fally Ipupa, Gims et Kofi Olomide. C'est la fin totale de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous. Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie.